Nous nous intéressons à l'avenir de notre commune en 2050. À quoi ressemblera Plougastel dans 30 ans? À quoi pourrait-elle ressembler en 2050? C'est une vaste question. À quoi ressemblera Plougastel en 2050? On est en train de travailler avec un groupe d'étudiants actuellement en géoarchitecture donc de l'université de Brest, qui travaille avec nous sur le Plougastel 2030-2040. On n'est pas allé jusqu'en 2050, mais en tout cas, c'est sur la projection de ce qu'on veut faire de Plougastel dans les 15-20 ans qui viennent. C'est toujours difficile de se projeter à 30 ans, puisqu'on est en 2020, 2050, c'est 30 ans. J'ai juste en mémoire de ce qu'était Plougastel en 2000. En 2000, puisque je suis arrivé maire en 2001. Donc j'ai une vision sur 20 ans déjà, ce qui est pas mal. Et j'ai vu à l'échelle de la commune ce qu'on a transformé, ce qu'on a fait, tous les équipements que vous connaissez, qui vous ont paru être toujours présents, comme ici la Sige, comme la Velvor, comme plein d'autres structures qui n'existaient pas en fait à l'époque, qui ont été créées, qui ont été faites. Donc, en se projetant 30 ans plus tard, je pense que Plougastel sera une commune encore plus verte. On est déjà la commune la plus verte de la métropole, puisqu'on est considéré un peu comme le jardin de Brest Métropole, avec un littoral qui est préservé. On a énormément de démarches et d'actions en ce sens. On a un souci, par contre, c'est comment gérer tous les sentiers que l'on a sur Plougastel, les sentiers, la randonnée. Autrefois, c'est les agriculteurs qui s'en occupaient. Il n'y en a plus assez, donc ils ne le font plus. Donc on aura trouvé de nouvelles méthodes pour entretenir les chemins, les baliser, les rendre accessibles. Et je pense accessibles aussi notamment aux personnes en situation de handicap, puisque c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, l'inclusion, l'insertion des personnes handicapées. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que les chemins ne sont pas du tout prévus ne sont pas accessibles. Donc c'est des questions qu'on retrouvera. Et puis en termes de Plougastel 2050, c'est une commune où il fera toujours, qui sera agréable, où il fait bon vivre. Moi, j'ai essayé de mettre en place une technique pour garder un équilibre entre le bourg et la campagne, entre la zone urbaine et les villages et les hameaux. Donc j'espère qu'on gardera cet équilibre qui fait la richesse, la force de Plougastel. Et puis, qui sait, dans 30 ans, on aura inventé de nouvelles mobilités, de nouvelles façons de construire, de nouvelles façons de travailler. Donc voilà, moi, mon rôle, c'est d'initier un peu tout ça. Et puis surtout, ça va être à vous de le mettre en place dans les 15-20 prochaines années. Je vais essayer de faire court, mais... il y a 2 semaines, nous avons interviewé Paul Tréguer, océanographe très connu, qui nous a parlé du réchauffement climatique et des conséquences sur le niveau de la mer. Il y a-t-il des zones à risque sur le littoral de Plougastel? Alors, je connais d'abord très bien Paul Tréguer, puisque en dehors d'être maire de Plougastel, je suis vice-président en charge des relations internationales de Brest Métropole. Et j'interviens notamment souvent au Vietnam, dans la baie d'Along, et sur des endroits hypersensibles justement par rapport au réchauffement climatique territoire qu'est le Vietnam. Donc je suis ça, où c'est pas du tout les mêmes problèmes qu'à Plougastel, mais c'est un sujet qui me touche parce que je m'en occupe depuis une dizaine d'années à peu près. Sur Plougastel, oui, le changement climatique et l'érosion côtière, elle existe aussi. Alors on est beaucoup moins touché et beaucoup moins sensible que d'autres départements où vous avez peut-être vu, il y a des dunes entières qui s'en vont, il y a des maisons qui sont menacées, donc les tempêtes sont fortes et agissent sur le littoral avec la montée des eaux. Nous, on est dans une rade. On est dans la rade de Brest, donc on n'est pas en première ligne par rapport à l'océan. On est plutôt dans un deuxième rideau, ce qui fait que l'impact est moins fort sur une commune comme Plougastel qui peut l'être sur d'autres territoires. Par contre, on l'a aussi. On l'a à la fois... ce matin, j'étais en réunion sur des travaux sur la commune et on a 2 exemples à traiter liés au réchauffement climatique et aux eaux de ruissellement. On a un chemin qui s'est effondré dans le village de Saint-Adrien. Je ne sais pas si vous savez où se trouve Saint-Adrien. Donc c'est
peu au sud de la commune. Donc dans l'étang de Saint-Adrien, avec donc l'eau qui intervient et donc sur la falaise, et puis les eaux de ruissellement. Il y a une partie du chemin qui s'est effondrée. Donc là, on a bloqué le chemin parce qu'il faut sécuriser, et on va voir ce qu'on va pouvoir faire pour le rétablir. Mais là, on est sur des zones piétonnes. On a un autre dossier beaucoup plus compliqué. C'est dans le village du Carreau. Il y a une route qui dessert 3 maisons, et avec les tempêtes, le changement climatique et l'érosion côtière, la falaise a été grattée, et aujourd'hui, là, ça commence à gratter sous la route. Donc, on a sécurisé le site, et là, on est en train de chercher des solutions pour pérenniser. Alors, ça peut être un logement, ça peut être des plantations. Enfin, il y a plusieurs solutions pour sécuriser cette route, parce qu'elle dessert quand même 3 habitations. Donc, voilà des problèmes très concrets, très précis, sur lesquels la maire est amenée à travailler, liés au réchauffement climatique sur Plougastel. Devons-nous protéger le littoral, et est-ce qu'il y a de l'argent pour la protection du littoral ? Alors, devons-nous protéger le littoral ? Oui, évidemment. Est-ce qu'il y a de l'argent pour le protéger ? Il y en a. Alors, d'abord, devons-nous protéger le littoral ? Il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la loi littorale notamment, la bande des 100 mètres du littoral, en dehors des zones qui sont déjà construites, on ne peut plus les construire. Donc, on a en gros une bande de 100 mètres qui est passée en zone naturelle protégée dans beaucoup de communes, en tout cas sur Plougastel. On est une presqu'île, là, on a 40 km de côte. Voilà. Et donc, toute cette bande-là des 100 mètres est en zone protégée aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier élément. Et j'ai oublié la deuxième partie de ta question ? Est-ce qu'il y a de l'argent pour protéger le littoral ? Alors, il y a une structure qui s'appelle le Conservatoire du littoral. Donc, le Conservatoire du littoral, son rôle, c'est d'acheter les terrains pour les mettre en zone protégée au niveau du littoral. Le problème, c'est que le Conservatoire du littoral, il a de l'argent pour acheter les terrains, pas pour les entretenir. Donc aujourd'hui, il a de nombreuses actions où il achète du terrain sur Plougastel, comme ailleurs, tout le littoral français. Et ensuite, il essaie de donner en gestion à une commune, à une métropole, à une association, à des agriculteurs qui vont les entretenir derrière. Donc, il y a de l'argent, il n'y en a pas assez. Il en faudrait plus. Mais en tout cas, sur les achats de terrain, pour éviter qu'il y ait des constructions dessus, il y a déjà une politique qui est faite depuis un bon moment et qui se poursuit, que tout le monde soutient aujourd'hui. Et puis, l'époque où on faisait des grandes stations touristiques en front de mer, c'est fini. Voilà, c'était les années 70. On ne fait plus ça aujourd'hui. On travaille, sur des habitats beaucoup plus durables. On travaille aussi beaucoup sur des choses qui sont mobiles. C'est-à-dire qu'on peut les installer, mais les démonter facilement. Voilà, et on travaille sur vraiment de l'aménagement qui soit souvent en rétro-littoral et non plus en premier niveau sur le littoral. Donc, oui, il y a une vraie démarche de protection du littoral, et les moyens, non, il en faudrait plus. Alors, si dans quelques années, nous souhaitons habiter sur Plougastel, pourrons-nous y vivre ? Alors là, tu mets le doigt sur le vrai problème. C'est-à-dire qu'on est tous pour protéger, on est tous pour faire en sorte qu'on ne consomme pas d'espace agricole ni d'espace naturel, mais en même temps, on voudrait tous y vivre. Et à un moment, c'est toujours un équilibre qui n'est pas simple à trouver. C'est là qu'il faut avoir... on revient à votre question de départ, sur qu'est-ce qu'on fera de Plougastel 2050. Moi, j'ai toujours voulu que tout le monde puisse habiter et vivre à Plougastel. Ça veut dire avoir toujours quand même du terrain disponible pour pouvoir installer des gens, notamment les jeunes, parce que Plougastel est assez cher, est reconnu comme cher, parce qu'en fait, la notion de cher et de prix est simple. C'est plus vous avez de gens qui veulent venir et moins vous avez de disponibilité, plus le prix monte. Voilà, et dans d'autres communes, c'est l'inverse. Si personne ne veut y aller et qu'il y a des terrains disponibles, les prix sont très bas. Donc, Plougastel est attractive. Les gens ont envie de venir à Plougastel. Les opportunités sont pas très grandes. Donc, forcément, les prix sont chers. Donc, on a mis en place tout un travail. La commune achète du terrain. On fait des lotissements communaux qu'on revend à prix coûtant. C'est-à-dire que la mairie ne gagne pas d'argent dessus. Mais par contre, c'est fléché.
On ne met que des jeunes dessus qui auraient du mal à s'installer et on leur permet de s'installer à Plougastel. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, qui est on démarre, pour un projet tout neuf qu'on démarre, on peut, à partir de maintenant, transformer des vieux bâtiments agricoles, des vieilles crèches, des vieilles granges, des hangars, et on peut en faire de l'habitat. Et donc, c'est tout nouveau. Et là, à Plougastel, vous connaissez bien la commune, il y a 162 villages et hameaux, dont dans tous les villages, on a des vieilles granges, des vieilles crèches qui restent. Et donc, il y a un travail à faire pour restaurer tout ça et en faire des logements, des maisons d'habitation. Donc, on est en train de réfléchir à ça pour permettre à ceux qui veulent de pouvoir acheter des vieux corps de ferme, des granges. C'est pas très cher. Et après, faire un travail de restauration de ce bâti. Donc, j'espère que, bien sûr, oui, tu pourras habiter à Plougastel bientôt. Plus tard. C'était à moi. Pouvez-vous nous expliquer la loi littorale et qu'est-ce que cela implique pour une commune comme Plougastel? Alors là, il me faudrait à peu près 2 jours et demi pour vous expliquer la loi littorale. Donc je m'occupe depuis 20 ans de ce sujet et je suis aujourd'hui le référent national sur la loi littorale. C'est-à-dire que je préside la commission littorale des maires de France. Quand un maire a un problème sur la littorale, c'est moi qui l'appelle pour le renseigner. Je vais faire court. La loi littorale est une très bonne loi qui a été mise en place pour éviter justement que l'on construise un peu n'importe comment sur un territoire. Et je suis à fond pour. Dans l'esprit des gens, la loi littorale concerne uniquement la bande des 100 mètres. Or, quand vous êtes classé commune avec la loi littorale, c'est tout le territoire de la commune qui est concerné par cette loi littorale. Et aujourd'hui, le territoire de Plougastel est gelé à peu près 80% parce qu'on est classé en commune littorale. Et là où je voudrais faire un peu bouger les choses, c'est que je voudrais qu'on soit encore plus dur sur la bande des 100 mètres ou 200 mètres du littoral pour vraiment le protéger, mais que dans des villages qui sont à 5 km, 10 km de la mer, on puisse réaménager l'existant, développer un peu le village. Aujourd'hui, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part le bourg, où on peut encore construire, à part quelques villages, ils sont 5, quelques autres on peut faire aménagement. Sur les 162 villages, il y en a 158 qui sont, 155 qui sont gelés, dans lesquels on ne peut rien faire. Et donc ça contraint, c'est là qu'on revient à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on pourra habiter à Plougastel? Si oui, comment et quand? L'application stricte actuelle de la littorale fait que c'est de plus en plus dur et difficile de pouvoir habiter à Plougastel parce que tout le territoire, et non pas seulement le littoral, mais tout le territoire de la commune est en partie concerné et gelé par la littorale. Voilà, j'essaie d'être synthétique, hein, elle est plus complexe, mais voilà, c'est à peu près le résumé. Ouais. Et en fait, un exemple, un agriculteur bio veut s'installer et monter une ferme au milieu des champs, il n'a pas le droit. Son bâtiment doit être collé à un village. Or, s'il colle son bâtiment à un village et qu'il a des vaches ou des animaux, les gens ne veulent pas parce que ça les dérange dans leur vie quotidienne. Donc on se retrouve, il n'a pas le droit de se mettre dans les champs alors qu'il veut faire un élevage, mais les gens n'en veulent pas dans le village parce que ça les dérange. Donc il peut s'installer nulle part à Plougastel. Alors depuis que vous êtes maire, avez-vous observé d'éventuelles conséquences du réchauffement climatique? Je dirais oui et non. Je trouve que là, il fait froid aujourd'hui, il n'arrive pas assez vite. Les conséquences, est-ce que c'est uniquement dû au réchauffement climatique ou pas? Je ne sais pas. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, les falaises qui sont creusées par la mer et les tempêtes. Donc ça, oui, on voit le paysage qui évolue. Maintenant, dans l'histoire du monde et des territoires, les paysages ont toujours évolué. Est-ce que c'est dû au réchauffement climatique? Est-ce que c'est dû à un phénomène, je dirais, normal? Je suis pas assez expert pour le voir. Et deuxièmement, depuis que je suis maire, on est à une échelle de 20 ans. Le changement climatique, c'est aussi une échelle beaucoup plus longue. Donc voilà. Donc, question que tu me poses, est-ce que j'ai vu? Je dirais oui, le phénomène des falaises, effectivement, qui s'effondre. Voilà, c'est peut-être le phénomène qui a le plus bougé sur les 20 dernières années.
Vous êtes également à la tête de l'Association des maires du Finistère. Nous avons appris dans la presse la semaine dernière que de nombreuses zones du littoral finistérien seront plus souvent submergées. Est-ce un sujet de préoccupation pour les maires de Plougastel ? Finistère. Alors, c'est une préoccupation pour le maire de Plougastel et pour le président de l'Association des maires du Finistère et de Bretagne, parce que j'ai les deux casquettes aussi. Donc, oui, bien sûr. Quand j'aborde ce sujet du réchauffement climatique, bon, ça concerne surtout d'abord les communes littorales. C'est elles qui sont les plus touchées. Je ne dis pas que les autres sont insensibles, elles sont concernées, mais les plus touchées sont les communes littorales. Un exemple, c'est l'île de Sein. L'île de Sein est une île qui est toute plate. Et donc aujourd'hui, il y a des digues pour la protéger. Mais si vraiment, j'ai plus le chiffre en tête, mais la hauteur maximale de l'île de Sein, c'est que quelques mètres. Donc, si jamais il y a une augmentation du niveau de la mer, automatiquement, l'île de Sein va être très impactée tout de suite. Des communes dans le sud Finistère, comme l'île Tudy, Sainte-Marine, qui sont vraiment aussi au ras de l'eau avec des plages et un niveau d'élévation très faible. Dès qu'il y a et des constructions, parce que c'est leur histoire, elles sont toutes construites en front de mer. Dès qu'il y aura de moitié au niveau de la mer, ça leur posera des soucis. On rencontre également, lors des phénomènes des grandes marées et autres, liés, je pense aussi, les marées ont toujours existé, mais les communes qui sont dans les rivières et qui ont souvent des inondations comme Landerneau, Châteaulin, Quimperlé, voire Quimper, qui sont des communes qui sont liées au mouvement de la mer. Peut-être que le réchauffement climatique augmente ces inondations. Il y a quand même beaucoup de phénomènes. Les maires sont vraiment dans l'opérationnel. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes, ils cherchent des solutions. Donc, le réchauffement climatique, ils y sont sensibles, mais leurs habitants leur demandent des réponses aujourd'hui, pas des réponses dans 30 ans. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réflexion sur le sujet. C'est le travail des scientifiques. Paul Tréguer est un bon exemple. C'est un spécialiste sur le sujet. J'échange avec lui, j'ai échangé régulièrement avec lui. C'est aussi le travail des universitaires, des grands laboratoires, le CNRS et d'autres. Après, les maires sont vraiment sur la vie quotidienne. Donc, nous, on peut prévoir des travaux pour les 20, 30, 40 années qui viennent, pour protéger, la conscience, elle est là, pour protéger notre littoral. Les travaux portuaires, on doit les renforcer, parce que les ports sont des endroits, des abris, où on met les bateaux, mais avec le réchauffement climatique, avec l'augmentation du niveau de la mer, avec les tempêtes qui augmentent, ces infrastructures, elles souffrent, et donc il faut vraiment les protéger. Et donc ça, c'est le rôle des maires. Ouais. Paul Tréguer nous a parlé du réchauffement. C'était parfois difficile à comprendre. Comment les hommes et femmes politiques font pour comprendre les données scientifiques et ensuite prendre des décisions? Alors, on appelle ça, il faut vulgariser. C'est-à-dire qu'il faut qu'un discours qui peut être scientifique et très technique, on arrive à le rendre compréhensible pour des élus, et qu'ensuite aussi les élus arrivent à le faire compréhensible pour les habitants. Il y a plusieurs niveaux. Mais c'est sûr que on doit faire confiance aux scientifiques. On doit faire confiance, on est obligé, parce que c'est eux qui font le suivi dans le temps, dans la durée de cette évolution, qui effectivement est très compliquée, et on n'a aucune certitude. On voit des évolutions, mais pour se rendre compte de réellement de l'impact, il faut du temps pour y arriver. Alors on sait que on travaille beaucoup sur les bilans carbone aujourd'hui pour qu'on pollue moins déjà, parce que la pollution joue beaucoup sur le changement climatique. Donc lutter contre la pollution, c'est à chacun à son niveau lutter contre le changement climatique. C'est tout bête, ça passe par éteindre la lumière en sortant, ça passe par baisser un peu le chauffage. Tout le monde peut faire un petit peu, et en sachant que ça joue sur l'ensemble. Ça ne résout pas tout, mais ça joue sur l'ensemble. Donc comment rendre ça, effectivement, il faut le rendre lisible. Et après, effectivement, ce n'est pas les scientifiques qui vont changer les choses. Il faut que les gens qui sont impliqués dans les décisions politiques aient du courage de prendre des décisions, pas toujours faciles,
des décisions pas toujours compréhensibles pour c'est ce qu'on appelle souvent le G20 du climat, c'est-à-dire que les grands pays du monde se retrouvent souvent sur des remontées de terrain de leur population et prennent des décisions de baisser de temps le rejet de carbone. Je prends un exemple, on a décidé il y a quelques années qu'il n'y aurait plus de sacs plastiques dans les magasins. Bon, on a toujours été habitués, Catherine et moi, on a grandi avec des sacs plastiques, ça faisait partie de notre vie. Aujourd'hui, on fait des sacs en papier craft, on sait s'adapter. Il faut prendre une décision, et puis ensuite, on s'adapte. Là, on vient de décider qu'il n'y aurait plus de chaudière au gaz dans les maisons. Bon, c'est une décision qui est brutale, elle arrive du jour, 2 ans après, elle va être mise en place. Pour les constructeurs de chaudières au gaz, il y a des emplois, il y a du monde derrière, c'est pas neutre. Donc voilà, il faut arriver à comprendre les enjeux, c'est le rôle des scientifiques qui doivent l'expliquer. Les médias aussi diffusent beaucoup, aujourd'hui avec les réseaux, ça va très très vite, l'information. Et puis ensuite que les politiques aient le maximum d'informations, le plus objectif possible, le plus juste possible, et prennent des décisions. C'est pas simple, parce que quand vous prenez une décision qui doit s'appliquer dans l'ensemble des pays, il y a des pays en voie de développement qui disent mais vous vous êtes développés, vous prenez des décisions qui vont nous empêcher de nous développer. C'est pas juste. Ou alors on veut des compensations. Vous voyez, c'est des négociations qui sont toujours difficiles. Voilà. Mais je pense que dans l'ensemble, la conscience se fait, et la preuve, et je suis vraiment content qu'on passe ce moment ensemble, ça passera aussi par vous. La conscience se fait et les mesures vont plutôt, je pense, dans le bon sens. Et enfin, toute dernière question. À l'échelle de Plougastel, que pouvons-nous faire pour réduire les impacts du réchauffement ? Je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est en fait l'impact du réchauffement. Nous, chacun à notre niveau, c'est de faire plein de petites choses tous les jours. Je dis, c'est éteindre la lumière, c'est diminuer un peu le chauffage, c'est des fois aller à pied au lieu de d'aller en voiture, c'est de prendre son vélo, c'est de le faire soi-même déjà, pour commencer, et ensuite d'essayer de faire en sorte que le maximum de personnes le fassent. Et plus on fait des petites choses, et plus on... Vous voyez, on a fait la chaufferie au bois. Vous voyez où elle est, elle se trouve dans le parc Webisand, une grande chaufferie au bois qu'on a mis en place il y a maintenant 12 ans pour remplacer le chauffage au gaz. Gaz, fuel, électricité. On a fait le chauffage au bois parce que c'est d'une énergie recyclable. On a mis un compteur pour montrer par semaine, par mois, par an, le nombre de tonnes de CO2 qu'on n'a pas rejetées dans l'atmosphère. En gros, c'est 1000 tonnes de CO2 par an qu'on ne met pas dans l'atmosphère, donc pour le réchauffement climatique, grâce à la chaufferie au bois. Parce que le bois, c'est un combustible recyclable, les arbres poussent, fixent le carbone que nous on brûle. Contrairement aux énergies fossiles, le gaz ou le nucléaire, l'électricité. Et donc, tous les ans, avec la chaufferie au bois, c'est 1000 tonnes de CO2 qu'on ne met pas pour le réchauffement climatique dans l'atmosphère. C'est une opération, c'est que à l'échelle de Plougastel, ça fait quand même 12 ans qu'on le fait. Ça ne se sait pas beaucoup, mais c'est une réalité. Et nous, chacun à notre niveau, c'est pareil. Éteindre la lumière. Si jamais un jour vous voyez, par exemple, il fait trop chaud dans une pièce et que les gens ouvrent la fenêtre, avant d'ouvrir la fenêtre, qu'il fasse trop chaud, non, on baisse le chauffage. Voilà, c'est des choses toutes simples. Et tout ça mis bout à bout, c'est comme ça que chacun, on participera à notre niveau. Et puis ensuite, peut-être que l'un d'entre vous sera le futur Paul Tréguer, donc grand chercheur sur le réchauffement climatique, et donc on aura avec des ambitions beaucoup plus fortes, quoi. Mais tout le monde peut faire un peu.